Bonjour mes amis, c'est vendredi. Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. La vérité douloureuse. Elle touche la ligne de front. Vous voyez, quand je parle toujours de l'économie russe, je vous parle des raffineries. L'Ukraine a frappé en plein cœur de la Russie. Je vous dis à quel point l'économie russe va mal, ce qui est vrai. Mais je n'ai pas consacré autant de temps à parler des différentes villes du front qui, selon mes estimations, pourraient tomber aux mains de la Russie dans les 6 prochains mois. Et aujourd'hui, nous allons dire la vérité à ce sujet. Donc si vous ne voulez vraiment pas entendre parler de ça, il y a d'autres chaînes qui n'en parlent pas. Dans cette vidéo, j'en parlerai. Avant de commencer, j'ai vu que environ la moitié d'entre vous n'est pas abonné, alors abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir une alerte à ma prochaine vidéo. Avant de commencer, sachez que cette vidéo comporte 2 parties. D'abord, ce qui s'est passé en Russie. Cela inclut les sanctions américaines et européennes. Et deuxièmement, la ligne de front, un sujet un peu douloureux, sur lequel je dirai tout ce qu'il y a à dire. Mais nous commençons par les bonnes nouvelles, et nous irons progressivement vers les mauvaises nouvelles. Mais d'abord, la bonne nouvelle, Trump a enfin sanctionné la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Et à quel pays cela se connecte-t-il? Et il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Chine et l'Inde qui détiennent la clé des revenus russes provenant des exportations de pétrole et de gaz. Voici un article de la British Broadcasting Corporation qui résume les taux britanniques. Le lien est en description. Trump a finalement sanctionné 2 principaux exportateurs de pétrole russe, Lukoil et Rosneft. Rosneft, à elle seule, cette entreprise est responsable d'environ 6% de l'ensemble du flux pétrolier mondial chaque année. Ces 2 entreprises exportent ensemble 31 millions de barils de pétrole par jour. Ce sont les premières sanctions, très importantes et très douloureuses, des États-Unis contre la Russie. Elles ne mettront pas fin à la guerre en un jour, mais elles vont nuire à la Russie et à la machine de guerre de Poutine, aux sources de revenus de Poutine. Vraiment très mal. Et elles sont liées à la Chine et à l'Inde parce que l'Union européenne n'est plus le plus grand importateur de pétrole russe, ce sont la Chine et l'Inde. Et ils ont fait cela jusqu'à présent, sans aucune entrave. Mais maintenant que les États-Unis, la plus grande et la plus puissante économie, ont sanctionné ces 2 entités, la Chine et l'Inde pourraient aussi y réfléchir à 2 fois. Par exemple, l'Inde va fortement réduire ses importations de pétrole russe à cause des sanctions américaines et européennes. Reliance Industries Limited, principal acheteur indien de pétrole russe, envisage de réduire considérablement ou d'arrêter ses importations de brut de Moscou. Plusieurs importateurs indiens ont vivement réagi aux sanctions américaines et annoncé suspendre provisoirement les importations de pétrole russe. Certaines entreprises importeront encore, d'autres arrêteront, mais cela impactera aussitôt le portefeuille de Poutine. La Russie va maintenant chercher à négocier avec l'Inde pour trouver des moyens de contourner les sanctions, en exerçant des pressions et en proposant des accords lucratifs. Le fait est que la Russie vend déjà du pétrole brut à l'Inde et à la Chine avec une énorme remise. Le pétrole brut de l'Oural coûte déjà bien moins cher que le Brent, mais la Russie le vend à la Chine et à l'Inde à un prix encore inférieur au cours international de l'Oural. Maintenant que les États-Unis sanctionnent ces 2 principaux exportateurs russes, l'Inde et la Chine vont suspendre leurs achats. Importation maritime de pétrole brut russe. La Russie doit à nouveau rendre le pétrole plus attractif et moins cher, réduisant ainsi ses revenus. Donc dans tous les cas, si l'Inde accepte à nouveau le pétrole russe parce qu'il devient si bon marché, la Russie perd de l'argent. Dans tous les cas, si l'Inde n'importe pas ou si elle importe à un prix encore plus bas, c'est un coup dur pour le portefeuille russe, quelle que soit la situation. Voici un graphique sur les importations de pétrole de l'Inde. Vous pouvez voir qu'environ la moitié provient des produits de Rosneft et Lukoil. Ces 2 entreprises, sont maintenant sous sanctions. Vous pouvez voir que la Russie est sur le point de perdre un client majeur. Mais il n'y a pas que l'Inde. Les grandes compagnies pétrolières d'État chinoises arrêtent d'acheter du pétrole russe à cause des sanctions. Un détail particulier concerne la Chine. Elles suspendent le pétrole transporté par voie maritime, pas celui acheminé par oléoduc. Le pétrole russe importé par la Chine par voie maritime représente une part moindre. Le pétrole transporté par oléoduc domine. Même s'ils ne suspendent que les importations maritimes de pétrole, cela reste très douloureux pour la Russie, car toute perte de revenus les frappe durement.
Bien sûr, concernant la Chine et l'Inde, ces suspensions d'importation de pétrole sont temporaires. Les deux pays cherchent des alternatives moins coûteuses que la Russie tentera désormais de proposer. Ils cherchent tous des moyens d'importer du pétrole russe sans tomber sous le coup des sanctions occidentales, par exemple en mélangeant le pétrole dans des pays tiers, puis en l'important comme s'il ne s'agissait pas de pétrole russe. Ces stratagèmes prendront du temps, mais pour l'instant ces deux pays font une pause. Les importations russes, en quantité plus ou moins importante, l'Inde avec une quantité plus importante, la Chine avec une quantité plus faible. Pause seulement pour le brut maritime, pas pour celui par pipeline. Actuellement, la Russie en souffre. Le temps montrera s'ils trouveront de nouvelles solutions ou si la Russie rendra son pétrole si bon marché que les deux te reprendront les importations. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui imposent ces sanctions. L'Union européenne a imposé le 19e paquet de sanctions contre la Russie. Cette fois, elle vise plus l'énergie, les pays tiers, les banques, les crypto-monnaies et les Russes responsables de l'enlèvement d'enfants ukrainiens. Encore une fois, certains diront, le 19e paquet n'est pas grave. Il sanctionne la Russie depuis 3 ans, sans résultat. C'est faux. Chaque paquet nuit vraiment à la Russie. Je vais vous résumer exactement ce qui a été interdit et sanctionné, et enfin je vous présenterai la réaction de Poutine. C'est assez drôle. L'interdiction du gaz naturel liquéfié concerne l'Union européenne et commencera en janvier 2027. Encore une fois, beaucoup de gens réagissent en se demandant « Pourquoi 2027 ? C'est dans 1 an et demi, pourquoi pas maintenant ?» L'Union européenne est une entité si grande, si puissante, et une force économique tellement importante que ces choses prennent du temps. Ce n'est pas facile de faire des changements de cette ampleur à une si grande échelle, pas du jour au lendemain. Impossible. Interdiction totale des serveurs crypto pour les Russes et restrictions sur les déplacements des diplomates russes. La liste comprend 117 navires supplémentaires de la flotte fantôme russe. Les banques du Gazprom, du Kazakhstan, de la Biélorussie et 4 entreprises de Montrailles du secteur pétrolier chinois sont aussi sanctionnées. Et ces sanctions concernent aussi des toilettes électroniques. Et ne me demandez pas pourquoi. Tous les appareils électroniques, y compris les vélos pour enfants, les jouets pour enfants, tout ce qui contient une puce pouvant être utilisée dans une fusée est désormais sanctionné. Mais cela inclut les toilettes électroniques. Oui, vous avez bien entendu. Et Vladimir Poutine a spécifiquement répondu à cela. Je veux juste partager ce moment avec vous. C'est fou. Encore une nouvelle déclaration du président des États-Unis. Qu'il y ait ou non une rencontre avec vous concernant la crise ukrainienne. Parallèlement à la balle. En même temps, les États-Unis ont sanctionné les compagnies pétrolières russes. Aujourd'hui, l'Union européenne a imposé un nouveau paquet de sanctions. Un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Désormais, même les toilettes, jouets motorisés, puzzles et tricycles sont interdits. Qu'en pensez-vous? Donc ce type a une question à poser à Poutine et il veut la réponse sur les toilettes. C'est très lié car en 2022, de nombreuses vidéos montraient des soldats russes volant des toilettes ukrainiennes. C'est un vrai problème car la plupart de la Russie manque de toilettes. Le fait qu'ils aient interdit l'achat de nos toilettes va leur coûter cher. Ça t'a coûté cher. Il me semble qu'ils en auraient vraiment besoin. S'ils continuent à adopter la même politique envers la Fédération de Russie, Poutine sous-entend que nous aurons besoin de toilettes russes si nous continuons sur cette voie. Je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec lui. Très bien, mon ami, passons aux commentaires douloureux sur le front. Et avant cela, je vais vous lire le commentaire d'un spectateur qui me critique ainsi que les blogueurs militaires pro-ukrainiens pour avoir dissimulé la vérité. Maintenant, je dois dire avant tout que je ne vous cache aucune vérité. Je me suis concentré sur d'autres domaines, car de nombreuses chaînes spécialisées couvrent déjà les mouvements au front. Je ne fais pas cela, je me concentre sur l'économie russe, l'Union européenne et la situation macroéconomique des États-Unis. Je vais vous lire ce commentaire pour prouver mon ouverture à la critique et à la vérité. S'il y a une vérité que je n'ai pas mentionnée, alors je vais le faire maintenant. Carcasse 4, 5, 6 commentaires et je vais tout vous lire. C'est sous la vidéo d'avant, Arthur. Pour être juste envers vos auditeurs, il serait peut-être conseillé de les en informer.
non seulement à propos de la catastrophe de Pokrovsk, mais aussi pour mentionner quelques autres axes où la situation va de mauvaise à catastrophique pour les forces ukrainiennes. Tout cela s'est déjà relayé par les chaînes ukrainiennes, groupes Telegram et cercles d'influence, donc rien n'est secret ici. La dernière chose signifie que si je dis parfois quelque chose sur le front, les gens deviennent fous en criant « Ne partage pas cette information ». Je précise que ce commentaire est public, tout est public. Premièrement, Pokrovsk, tu l'as mentionné, est pratiquement encerclé, et les troupes ukrainiennes essaient de s'échapper de la Nasse. Ensuite, les Russes progressent vers Dnipro et Zaporizhia, ou Dnipropetrovsk. Nous y reviendrons. Direction depuis l'Est. Tu l'as mentionné très brièvement, mais tu as oublié de parler de ce dont les chaînes ukrainiennes crient. La zone de défense autour de Pavlivka, Ouspenivka, Novomikhaïlivka est pratiquement condamnée après la chute d'Okhotny. La raison pour laquelle j'ai mentionné ces choses très brièvement, encore une fois, c'est que basé dans le CTC, que ma chaîne a un autre objectif, elle se concentre davantage sur l'économie russe et la situation macroéconomique. Mais je vais le faire pour la vérité. Troisièmement, Koutcherivyar et Novotchakova, où les troupes ukrainiennes n'ont pas réussi à couper les oreilles offensives russes. Les forces de contre-attaque ukrainiennes sont désormais piégées à Chakova et risquent l'encerclement dans un autre chaudron. Nous parlerons de Koutcherivyar parce que les Russes viennent au fond de se rendre dans cette poche la plus au nord. Donc ce point numéro 3 ici est tout simplement faux et je ne peux pas être d'accord avec lui, mais je vais quand même vous le lire. Numéro 4, Gleban, le grand chaudron au sud du réservoir d'eau. Ces troupes ukrainiennes ne sont même plus mentionnées, comme si elles avaient déjà disparu. Numéro 5, les Russes avancent. Konstantinovka. Les Russes sont déjà entrés par le sud. Nous en parlerons aujourd'hui. Parce qu'en effet, les groupes tactiques de reconnaissance russes, ces petits groupes, viennent d'être éliminés. Près du centre-ville, environ 20%, à 2 km de la ligne principale russe. C'est très éloigné de ce que montrent les cartes. Les Russes du groupe 6 avancent avec Chandrikalova vers le ESIUM. Numéro 7. Le désastre de Kupiansk pour les forces ukrainiennes. Vous n'en parlez même pas alors que d'autres observateurs ukrainiens crient à ce sujet. Vous reprochez à juste titre à certains commandants ukrainiens de ne pas admettre la réalité, sur les lignes de front, tout en semblant commettre la même erreur vous-même. Encore une fois, c'est pourquoi je n'en parle pas tout. Encore une fois, la raison pour laquelle je ne mentionne pas toutes ces zones frontales une par une, c'est que ce n'est pas mon objectif. Une chaîne appelée « Mise à jour du front ukrainien » propose chaque jour une analyse détaillée du front. Ce n'est pas le but de ma chaîne. Les Russes ont sûrement leurs propres soucis. Certains commandants, la bureaucratie, de faux rapports au front, une défense aérienne insuffisante, etc. Et vous en faites un très bon compte-rendu, tout en exagérant un peu, mais c'est compréhensible. Mais ne tombez pas dans le piège d'y croire trop dans ma propre propagande. Il y a une raison à cela. J'ai lu ce commentaire. Il y a des vérités dedans, il y a des défauts aussi, mais je veux ouvrir ce sujet. Il y a certaines zones frontales dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet principal de ma chaîne. Mais aujourd'hui, nous allons le faire parce que c'est la vérité et il faut en parler. Et bien sûr, je vais vous orienter vers d'autres chaînes qui le font avec beaucoup de détails et bien mieux que moi. Regardez aussi d'autres chaînes frontales. Cela étant dit, je tiens à remercier 2 membres de Buy Me a Coffee qui sont restés. Nous n'avons que 2 nouveautés. Si vous souhaitez élargir la liste et apprécier mon travail, inscrivez-vous sur Buy Me a Coffee. Robert Toms Randicode. Merci à vous. Avant d'aller au front, je vous informe de 2 frappes en profondeur en Russie. Voici le thème central de ma chaîne. L'économie russe, les frappes sur la Russie et la macroéconomie. Et nous commençons avec l'usine chimique et militaire de Tcheliabansk en Russie, qui a été frappée le 22 octobre. Et tout d'abord, encore une fois, puisque ma chaîne aborde les sujets avec une touche d'humour, une touche humoristique, comment dit-on cela? Avec de l'humour, alors? Voici un citoyen russe qui réagit en direct aux frappes ukrainiennes sur l'usine militaire de Tcheliabinsk. Regardons cela. Dans ce nuage, juste comme ça, comme une explosion. Il refait les explosions. Nous avons tous compris l'idée, il le fait bien. 2 jours plus tard, nous voyons les conséquences de cette frappe. C'était l'usine chargée de munitions. Comment le sait-on? Parce que l'explosion était immense.
Et B, il y a eu des explosions secondaires, et C, tout autour de l'épicentre de cette explosion, il y avait des fragments d'obus d'artillerie, ce qui signifie qu'ils avaient beaucoup d'obus d'artillerie sur place. Conséquence de l'explosion de l'usine militaire russe près de Tcheliabinsk, des fragments d'obus d'artillerie jonchent la zone. 10 ouvriers sont confirmés morts à l'usine, 12 autres portés disparus, portant probablement le total des victimes à 22. La plupart du temps, les frappes ukrainiennes sur ces usines russes ne causeront pas autant de victimes, mais celle-ci en a fait beaucoup. Et regardons un instant la boule de feu. Je sais pertinemment qu'aucun drone ukrainien, qui parcourt 1000 km, ne transporte assez d'explosifs pour provoquer une telle boule de feu. Ce sont des munitions russes à l'intérieur de l'usine qui s'enflamment, et il y a eu des explosions secondaires, ce qui indique également qu'il y avait plus de munitions présentes que celles qui ont explosé avec la première boule de feu. Regardons aussi l'emplacement précis. Je vais simplement dézoomer lentement pour vous, afin que nous sachions où nous sommes. Voyez, c'est la ville de Tcheliabinsk, c'est une assez grande ville. Voilà la zone urbaine de Kopisk, et juste entre Tcheliabinsk et Kopinsk, il y avait cette usine chimique, une usine militaire qui est maintenant réduite en miettes avec des fragments de munitions partout dans cet épicentre. La deuxième frappe qui a eu lieu en fait hier, le 23 octobre, visait la raffinerie de pétrole de Ryazan, qui est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie. Tout simplement. L'une des plus grandes dans le top 3. Une série d'explosions a frappé Ryazan pendant la nuit, avec des drones visant la raffinerie de pétrole locale et la base aérienne de Djagwilovo. Donc, la raffinerie de Ryazan et la base aérienne. Un incendie massif s'est déclaré près de l'unité de craquage hydrotraitement de Karala, une partie de la raffinerie qui produit 12 à 13 millions de tonnes par an. Des sources indiquent l'utilisation de drones missiles Beklov. Différentes sources, je vois, affirment que les Ukrainiens ont utilisé des drones, ainsi que des missiles produits localement pour frapper cette raffinerie de pétrole. Je veux aussi vous montrer l'emplacement exact sur Google Maps, car il est très facile à utiliser. Il suffit de mettre les satellites et vous pouvez tout voir. Il ne le cache pas. Mais voici le bâtiment d'entrée de la compagnie pétrolière de Ryazan. Je veux dézoomer et vous montrer à quel point c'est grand. Nous avons la ville de Ryazan juste à côté. Et je veux comparer. Regardez cette zone à l'écran, c'est la raffinerie de pétrole. Je veux vous montrer à quel point c'est grand. La raffinerie de pétrole de Ryazan occupe environ un quart de cette grande ville. Ce n'est que la raffinerie. La raffinerie de pétrole occupe 25% de la ville. Faisons une expérience de pensée. Imaginez que vous ne savez rien sur les raffineries d'Omara de pétrole, ou moi je ne sais rien sur les raffineries de pétrole. Tout ce que je sais, c'est grâce à vos commentaires. Qu'est-ce que je ciblerai? Si je zoome sur Google Maps, je vais utiliser Google Maps puisque tout le monde là, je vais zoomer. Voici la raffinerie de pétrole. Je veux la détruire. Et je suis un commandant de drones ukrainien qui envoie des drones ou des missiles. Qu'est-ce que je ciblerai? Avec ma compréhension limitée, je chercherai de grandes structures comme celle-ci. J'enverrai quelques drones ici. Cherchons d'autres tours. Tu vois, celle-ci a l'air importante. Celle-ci. J'attaquerai celle-ci. Cherchons encore une unité. Cette unité ici et encore une autre. Celle-ci. Même si je rate la cible, parmi ces 4 endroits, je viens d'en trouver 2 ou 3. Si j'élimine la tour catalytique, les unités d'hydrotraitement, la tour de raffinage elle-même, je fais du bon travail. Juste comme expérience de pensée, il n'est pas nécessaire de connaître grand-chose sur les raffineries pour pouvoir frapper leur cœur, pour éliminer leur capacité de production. Toute cette immense zone, prenons ici n'importe quel réservoir de pétrole au hasard. Vous n'avez pas besoin de frapper ça, vous n'avez pas besoin de frapper ces cheminées, ces pipelines, rien du tout. Frappez A les stations de pompage et B les tours de craquage. Au fait, la pénurie de carburant en Russie, ce n'était pas seulement la Russie. Il y a des pays alliés de la Russie, par exemple la Mongolie et le Kazakhstan, qui importent une quantité massive de pétrole. Ils en reçoivent de Russie. La Mongolie a aussi des oléoducs et une pénurie de carburant. Voici la vidéo. Vous voyez, la Russie a interdit toutes les exportations de produits pétroliers. La Mongolie ne reçoit soudainement plus rien, alors qu'elle dépendait presque entièrement de la Russie, conséquence secondaire des frappes ukrainiennes. La Mongolie connaît d'énormes files d'attente pour le carburant. Pourquoi cela? Il est important de noter que si la Russie n'exporte pas de produits pétroliers vers eux, ce sera un autre pays qui le fera, par exemple la Chine.
Donc la Russie va perdre des clients simplement parce qu'elle n'est pas capable de répondre à la demande dans ces pays et la Chine prendra sa place. Pour revenir un peu sur les raffineries et sur ce qu'il faut viser, j'ai un très court résumé pour vous. Grâce à des images satellites, des vidéos en ligne et des rapports officiels, nous avons vérifié plus de 90 frappes du 2 août au 13 octobre. Près de 2/3 ciblaient des raffineries, des stations de pompage et des points de contrôle de pipeline au centre de la Russie, ce qui signifie qu'ils n'ont pas principalement visé des installations de stockage de carburant. Mais comme je l'ai mentionné, les stations de pompage et les nœuds de contrôle de pipeline, ils ont une liste très précise de cibles qu'ils recherchent. Les frappes répétées sur des sites comme Unetcha et Zanzevatka suggèrent une cible, des efforts pour désactiver les points de contrôle du flux sur les principales lignes de pompage plutôt que de détruire la capacité de stockage. Cela vous donne une information sur la façon dont les Ukrainiens différencient et potentient les cibles. Ils ont tellement de cibles parmi lesquelles choisir. Ils ont choisi de neutraliser les stations de pompage et les points de contrôle du flux. Très bien, mes amis. Nous allons maintenant sur la ligne de front. Je commence avec de bonnes nouvelles. Comme indiqué dans le commentaire plus tôt, Koutcheriviar, le chaudron. Il a été affirmé que les Ukrainiens eux-mêmes sont dans un chaudron dans cette zone. Nous avons justement reçu des informations hier à Koutcherivar. Le chaudron le plus au nord, près de Bakrovsk, a été éliminé. Les Russes se sont rendus ici. Donc c'est l'un des points sur lesquels je peux immédiatement avancer. Aujourd'hui, la partie ukrainienne a annoncé la prise de Koutcheriviar, qui est ce village juste ici, en grande partie détruit, ainsi que les encerclements russes les plus au nord. On l'appelait l'encerclement de Koutcheriviar. Et les Ukrainiens ont publié une vidéo montrant des soldats du 132e bataillon de reconnaissance indépendant hissant un drapeau dans les ruines du village, ainsi que la capture d'environ 4 à 6 prisonniers d'une unité russe inconnue. Regardons la vidéo pour être tous alignés. Cela provient de l'encerclement le plus au nord de Koutcherivar. Nous voyons le 132e bataillon de reconnaissance ukrainien hisser le drapeau ukrainien à Koutcherivar. Et voici les prisonniers russes. Différentes sources affirment qu'il y avait 50 prisonniers. Je serai très prudent avec ces chiffres. Ils sont souvent largement exagérés sur les réseaux sociaux. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Sur cette vidéo, je vois environ 10 à 15 prisonniers. Quelles étaient donc les unités ukrainiennes ? Comme l'a dit la critique à mon sujet, il n'y a effectivement pas de rotation. Il n'y a pas de rotation côté ukrainien en raison d'une grave pénurie de main-d'œuvre, donc personne pour remplacer les troupes. Des rotations sont possibles si vous êtes envoyé ailleurs sur le front. Pas pour se reposer, mais pour combattre ailleurs, là où les combats sont peut-être plus calmes, moins dangereux, c'est votre repos. À Koutcherivar, dans la région de Bokrovsk, il y avait une rotation. Je vais vous la lire. Quant au côté ukrainien, vers la mi-septembre, une rotation a eu lieu dans la région. Et les éléments de la 12e ZE-brigade de la garde nationale Azov, de la 14e ZE-brigade de la garde nationale Krasnaya Kalina et du 25e ZE-bataillon d'assaut qui attaquèrent dans la région de Vilna. Je dois vous montrer très rapidement, juste ici, au sud-ouest de Koutcherivar. Ceux qui attaquaient dans la région de Vilny ont été remplacés par la 92e brigade d'assaut, soutenue par le 173e bataillon, séparé de défense territoriale, 92e brigade d'assaut. C'est important car vous avez soutenu 3 de mes campagnes, pour lesquelles nous avons remis une carte. Cette brigade en particulier, j'ai une casquette de leur part, j'ai une médaille de leur part, donc cette brigade spécifique. Si un miracle s'est produit et que la voiture a survécu pendant presque 2 ans, cette voiture se trouve maintenant à Bakrovsk. Laissez-moi vous montrer des points sur une carte. D'autres chaînes font ça bien mieux avec des animations, etc. Je n'ai que cet outil, donc comment était Koutcherivar libéré. Ce sont ces bandes forestières depuis Vézelé, au sud de Vézelé, ces bandes forestières. Les Ukrainiens ont avancé à travers ces bandes forestières. Il y en a aussi une ici, non pas à travers le champ ouvert, mais par ces bandes forestières jusqu'à la partie nord de Koutcherivar. Ils ont commencé leur assaut. C'est la 2e fois qu'ils faisaient cela. Ils l'ont refait il y a environ 1 mois, et cette fois-là, cela a échoué. L'assaut ukrainien n'a pas échoué cette fois. Et face à cette pression, les Russes ont commencé à se rendre un par un. Et puis,
les Ukrainiens ont reçu un signe indiquant que l'ennemi était en train de céder. Ils envoient de plus de renforts, éliminant la présence russe dans le village de Koutcherivar. Comme vous le voyez, il reste de petites poches russes au sud de Koutcherivar, mais le village est maintenant libéré. Les bonnes nouvelles s'arrêtant ici sur le front, place maintenant aux mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que, vous savez, il y a des encerclements ici. Nous allons un peu plus à l'est. Nous avons la ville de Konstantinivka, qui est, encore une fois comme Pakrovsk, presque encerclée sur 3 côtés. On ne dirait pas à voir cette carte que les Russes sont dans cette ville. Le plus proche qu'ils soient, c'est Alexandra Shultina, juste ici. Mais nous avons des vidéos montrant comment les petits groupes tactiques de reconnaissance russes ont été bombardés jusqu'à l'anéantissement par des drones dans cette zone, en périphérie ou dans la banlieue de la ville. Je veux dire à 1 kilomètre du centre-ville et à quelques kilomètres de la ligne principale russe, c'est-à-dire les groupes tactiques de reconnaissance russes. Je vais changer la couleur pour plus de clarté. De petits groupes se sont infiltrés dans toute cette zone, et maintenant ils sont en train d'être éliminés ici. Encore une fois, vous entendez « éliminés » ? D'accord, non. Les zones où les groupes tactiques de reconnaissance russes sont éliminés peuvent être considérées comme celles qu'ils ont atteintes. Parce qu'ils sont toujours là, toujours éliminés, toujours là, et soudain ils seront au centre-ville. Donc cette ligne ici ne représente absolument pas l'endroit où se déroulent les combats. La ligne la plus proche et plus réaliste serait quelque chose comme ceci. Et encore une fois, pardonnez-moi pour ce dessin très brouillon et ça simplifie beaucoup de choses. Il y a d'autres chaînes qui le font bien mieux. Vous pouvez aussi aller les regarder. Oui, donc pour résumer, les Russes sont dans les parties sud et de Konstantinivka, assez proche du centre-ville. C'est là que les combats ont lieu. Je vais très brièvement parler de Kupiansk, puisque, encore une fois, je ne me concentre pas beaucoup là-dessus, mais le centre-ville de Kupiansk a des groupes tactiques de reconnaissance russe. Ils s'infiltrent très lentement dans cette ville. Il y a environ 1 mois, les zones urbanisées de Kupiansk n'avaient aucune unité russe. Maintenant, il y en a. Comme vous le voyez, ils se sont rapprochés du centre. Il y a un chaudron ukrainien qui se forme, ce qui signifie que les troupes ukrainiennes risquent d'être piégées dans la ville elle-même. La situation est catastrophique, c'est le mot que j'utiliserai. Et la dernière zone avec beaucoup de mauvaises nouvelles, dont j'ai un peu parlé, c'est l'avancée des Russes à Dnipropetrovsk. Je vais remonter dans le temps pour vous montrer l'évolution de cette zone. Je parle de cette zone juste ici, et j'avance dans le temps. Le problème, c'est que les Ukrainiens n'ont pas de solution. Ils n'ont pas d'unité entièrement équipée et reposée à envoyer ici. Ils n'ont pas de réserve à envoyer ici. Il n'y a pas de réponse à cela. On pourrait penser envoyer du renfort ici. Mais il n'y a personne. Voilà le problème. Il n'y a pas d'unité de réserve à envoyer. Il n'y a pas de nouvelles unités en formation. Les Ukrainiens font face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Ils ont des hommes dans le pays, mais le gouvernement et Zelensky ont décidé de ne pas les inclure. En Ukraine, la loi interdit la mobilisation forcée dans l'armée pour les moins de 26 ans, donc ils ont des centaines de milliers d'hommes de 25 ans et moins dans le pays qui n'ont pas été utilisés. Et il y a une raison à cela. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais pour l'instant, le gouvernement ukrainien a décidé de prendre ce risque. Ils ne mobilisent pas ces jeunes hommes et ils perdent ce territoire. Je viens de le mentionner. D'accord, je vais changer un peu maintenant. Ces positions avancées à Kupiansk-Konstantinivka, où des groupes tactiques de reconnaissance russes ont été repérés à 1 ou 2 kilomètres devant la ligne principale. Maintenant, j'ai ici un blogueur russe, Alexandre Karchenko, qui décrit comment l'armée russe les approvisionne. Ils ne le font pas avec des trottinettes électriques ou des motos, ils ne le font pas par des routes terrestres, ils le font avec de petits drones qui larguent de la nourriture. Laissez-moi vous lire ceci. Selon le blogueur de guerre russe Alexandre Karchenko, la présence continue de drones a profondément transformé la guerre en Ukraine. La seule façon de survivre est de rester sous terre, et il peut falloir des jours pour parcourir seulement quelques kilomètres. Aujourd'hui, les gars avancent souvent trop loin, et il devient impossible de les approvisionner par voie terrestre. Ni les buggy, ni les motos, ni même les chariots robotiques ne peuvent livrer de la nourriture, de l'eau et des batteries aux combattants.
Mais même de telles difficultés ne sont pas une raison pour se replier des positions. L'approvisionnement est confié aux drones, aux Mavic, aux drones vus à la première personne et à d'autres oiseaux mécaniques. Ils larguent nourriture et médicaments sur les premières lignes. Parce que la Baba Yaga russe apparaît sur le front à des doses homéopathiques, c'est-à-dire Baba Yaga était les sites russes, ils n'en produisent pas pas autant que les Ukrainiens. Mais ici, vous pouvez voir un petit drone vu à la première personne ou un Mavic civil ou un drone DJI, ils peuvent transporter ce genre de choses. Oui, c'est en une journée. Non, en fait, ce sont 2 jours de ration pour le soldat russe de première ligne Storm Z. Et oui, c'est comme ça qu'ils approvisionnent leurs unités de front, qui s'éloignent beaucoup de la ligne principale, comme on a pu le voir à Konstantinivka et à Kupiansk. Je parle de la vérité dans cette vidéo depuis un bon moment. Et en lien avec cela, comme vous pouvez le voir, je suis très ouvert à la critique, si quelqu'un a quelque chose à me reprocher. Je suis ouvert au changement et à faire ces changements selon ce que vous avez besoin de voir ou d'entendre, parce que j'ai une orientation différente et spécifique sur ma chaîne. Et si cette orientation exclut certaines informations que vous souhaitez voir, je peux changer cela. Mais j'ai écrit un livre et je pourrais tout dire. Toute la vérité que je connais et comprends sur l'Ukraine se trouve dans ce livre. 8 missions en Ukraine. Vous les avez financées, vous avez fait des dons et rendu ces missions possibles. Donc c'est un livre sur ce que vous avez rendu possible. Allez l'obtenir. Le lien est dans la description ci-dessous. Comme toujours à lundi pour ma prochaine vidéo, Slava Ukraina. Au revoir.